Hello les cabistes! S'acheter sa voiture de rêve d'occasion, c'est super, mais à condition de ne pas se faire arnaquer. Parce que là, le super rêve deviendrait très vite un méga cauchemar. Alors aujourd'hui, malheureusement, je vais vous montrer un achat qui vire au cauchemar. Allez, je vous explique et je vous montre ça juste après. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez l'expert du cabriolet. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui n'est pas très réjouissant en final. Beaucoup d'entre vous n'ont peut-être jamais eu de cabriolet ou n'ont peut-être jamais eu le modèle qu'ils voulaient. Alors, s'acheter une voiture d'occasion, ça peut parfois être compliqué. Alors évidemment, si on a le budget, on peut s'acheter l'auto en parfait état de marche, voire neuf parfois. Mais même si on la prend d'occasion, il suffit de vérifier que tout fonctionne bien, que tout est en état de fonctionner parfaitement de A à Z. Après, est-ce qu'elle a eu ses entretiens de toile de capote en temps et en heure? Là est réellement la question, vraiment le point d'interrogation. Après, on sait le voir simplement, le fameux petit test de la goutte d'eau, comme je vous ai déjà expliqué. La vidéo démo du test de la goutte d'eau vous permet de le voir en visuel. Mais voilà, si on achète une auto qui marche, il n'y a pas de grande surprise. Après, il y a toujours les aléas. Il faut quand même regarder qu'elle ne soit pas déjà en fin de vie. Enfin bon, tout ça pour dire que si vous l'achetez en état de marche, vous allez la payer un certain prix. À l'inverse, si vous n'avez pas forcément le budget et que vous vous dites j'aimerais bien en acheter une, mais j'ai pas le budget complet, je vais acheter quelque chose un petit peu moins cher, peut-être un peu plus kilométré, peut-être un petit peu abîmé, voire l'acheter en panne. Et là, parfois, on peut tomber sur quelqu'un de très honnête ou quelqu'un qui va vous raconter n'importe quoi. Ce qu'il faut donc garder à l'esprit, c'est que si quelqu'un vous vend une voiture en panne, c'est qu'il y a deux possibilités au minimum. La première, il n'a pas cherché, il n'a pas fait chercher, il n'a pas eu envie d'aller plus loin. Il s'est dit, bon, c'est en panne, c'est vieux, je vends tel quel. Ça peut arriver, c'est possible encore, des gens qui ont le budget pour se dire « Bon, il y a une petite panne, je ne sais pas laquelle c'est, je change et je m'achète une auto neuve. » À l'inverse, vous en avez qui vont essayer de faire réparer, vont aller voir un premier garage, un deuxième, un troisième, vont peut-être eux-mêmes chipoter une fois, deux fois, 10 fois. Au final, on ne trouve pas, on a touché à toute la bagnole, on a démonté des trucs qui ne devaient pas être démontés, voire on a cassé, mais on ne s'est pas rendu compte qu'on a cassé, puisqu'on ne savait pas ce qu'on faisait, on ne connaissait pas du tout le travail, ou du moins là où on mettait les mains. Au final, on en a tellement marre de ne pas trouver et de ne pas pouvoir profiter de l'objet qu'on a acheté, on la vend en disant « Bah ouais, elle est en panne, je ne sais pas c'est quoi, c'est sûrement une bêtise, un fusil, par-ci, par-là. » Un petit peu ce qui s'est passé ici. L'auto a été vendue en panne et on a dit « Bah c'est sûrement quelque chose de pas grave, hein, peut-être un fusible ou un petit truc par-ci, par-là. Ça allait très bien avant et puis tout d'un coup, plus rien. » Alors l'acheteur, on va dire « bonne poire », croit tout à fait l'histoire du vendeur et se dit « Bah oui, pourquoi pas, ok ». Il achète l'auto. Alors, il faut savoir que l'auto, elle a déjà un certain âge. Elle est déjà quand même fortement kilométrée. En plus de ça, elle est en panne. Alors, je n'ai pas le prix d'achat, évidemment. Ça fait quand même déjà beaucoup de points négatifs quelque part. Alors, après son achat, il a essayé de regarder par lui-même. Il a regardé un élément et il a vu qu'il manquait un moteur. Donc, déjà qu'il manque un moteur, c'est pas que ça fonctionnait que c'est tombé en panne. Quelqu'un a enlevé ce moteur. Déjà, première déconvenue. Il remet le moteur, rien ne fonctionne. Ils vont chez Mini, on met l'ordinateur dessus, aucune info, on ne sait pas c'est quoi, mais on paye. On a payé un moteur d'occasion, on a payé un diagnostic qui n'a révélé rien du tout, puisque l'ordinateur n'a pas donné plus d'infos que capote en panne.
Alors après avoir cherché lui-même un petit peu par-ci par-là, essayer de trouver pourquoi ça n'allait pas sans vraiment démonter grand-chose, parce que lui, il n'était pas du métier du tout. Sa recherche première était évidemment sur le net, et c'est par là qu'il est arrivé sur mes vidéos. Il me contacte, il m'explique un peu sa situation. Évidemment, moi par mail, je ne peux pas deviner ce qui se passe. Il fallu que je fasse rentrer l'auto. L'auto est rentrée à l'atelier, et là, quand j'ai fait mon premier contrôle, mon premier vrai diagnostic, je suis tombé des nues, mais complètement. Alors déjà, au premier coup d'œil, sans avoir même démonté quoi que ce soit, moi je me doutais qu'il y avait un sérieux problème à la capote, qu'elle avait très certainement déjà été démontée au moins une fois, voire plus d'une fois, pour plein de détails. Capote mal positionnée, des caches manquants, tout un tas de choses qui pour moi sont courantes, c'est mon métier, je fais ça tous les jours. Des mini, j'en vois pas une par an, j'en ai régulièrement et souvent plusieurs en même temps. Donc là, rien qu'à la voir, je me dis, ouh, là il manque un cache, là il manque un cache, là il manque un cache, l'alignement n'est pas bon, ça ne va pas. Donc déjà là, ça m'inquiète déjà un fameux coup. Il me réexplique un petit peu plus en détail sa situation, il me dit qu'il a mis un moteur, ici et là. Bon, soit un moteur d'occasion, sur ces modèles-là, ça peut parfois être pas forcément la bonne solution. Mais bon, après un petit peu de contrôle et vérification de ce moteur d'occasion, qui a l'air de fonctionner plus ou moins correctement, je fais mes premières vraies recherches, et là je m'aperçois qu'en fait, il manque tout l'intérieur du mécanisme. Il n'y a plus de mécanisme. Donc ça n'aurait jamais pu fonctionner, même avec un moteur neuf. Là, quelqu'un, à un moment donné, démonté cette voiture, enlevé des pièces, s'est rendu compte qu'il y avait un problème, n'a soit pas su remettre ce qu'il avait démonté, ou soit s'est dit c'est trop compliqué, je jette ça, l'auto elle est arrivée en panne, elle repart en panne, le client, ni vu ni connu, il n'en saura rien, et moi, je ne suis pas embêté. Sauf que maintenant, ces pièces manquantes, il faut les racheter. Et là, on ne parle pas de la même histoire. C'est des pièces mini. On ne parle pas des pièces d'une 2 chevaux. Alors évidemment, ici, maintenant, la facture grimpe de manière colossale. Le client a reçu un coup de massue sur la tête quand je lui ai annoncé le prix. Parce qu'il a fallu remplacer un tas de pièces qui, logiquement, ne sont pas à remplacer. Certes, des pièces endommagées, des pièces cassées, oui, mais pas des pièces manquantes qu'on a démontées et pas remises. On ne parle pas d'un simple cache en plastique. Certes, un cache qui manque, ce n'est pas esthétique, mais ça pourra fonctionner. Mais quand on parle de pièces de fonctionnement du mécanisme, là, c'est que quelqu'un les a enlevées. Elles ne se sont pas dévissées, elles ne sont pas sorties de la structure parce qu'elles sont coincées dans le mécanisme. Elles sont assemblées, fixées mécaniquement, puisqu'elles ont un rôle de fonctionnement. Donc ça montre simplement, ça montre bel et bien que le vendeur a menti, tout simplement. Ça allait et du jour au lendemain, ça n'allait plus. J'ai rien fait, c'est peut-être juste un fusible, c'est peut-être juste un petit problème, c'est pas très grave. Alors juste un fusible, juste pas très grave, il manquait quand même le moteur. Le moteur, encore une fois, c'est pas démonté tout seul. Si c'est pas lui, c'est quelqu'un. Toutes les pièces de fonctionnement du mécanisme, elles n'ont pas disparu comme par magie. Quelqu'un les a démontées, les a enlevées. Donc, encore une fois, on y a touché. La capote mal alignée, les éléments de fixation cassés, pas en place, etc. Ça, c'est pas fait tout seul. Quelqu'un y a touché, a mal démonté et a cassé des pièces. Et là, évidemment, je vais dire la non-connaissance de l'acheteur a fait qu'il a cru, il a gobé l'histoire que c'était tombé en panne juste un petit peu avant, que c'était pas grave, et il n'a pas cherché à voir plus loin. Il s'est dit, oui, c'est peut-être un fusible, c'est peut-être une bêtise, ok, c'est bon, pas de problème. Quand vous achetez une auto en panne, il faut vraiment, vraiment regarder de près. 1, si réellement personne n'y a touché. 2, si ce qui est là, présent, est déjà en bon état. Parce qu'en plus de ça, on ne parle pas d'une capote qui est flambant neuve. On parle d'une capote qui, déjà visuellement, n'est pas très belle à l'extérieur. Elle présente beaucoup de saleté, taches de verdure, champignons, bactéries. À l'intérieur, même chose, couverte de moisissures. Donc ça montre déjà que c'est une capote qui a eu 0 entretien et depuis un long moment.
Ça, c'est déjà un mauvais point. Deuxième mauvais point, elle ne fonctionne pas. Troisième mauvais point, les alignements ne sont pas bons. Quatrième mauvais point, il manque des éléments visuels déjà à l'intérieur, sans avoir touché quoi que ce soit. Les caches de finition ont disparu. Les caches de finition, ça montre qu'on y a touché. Les caches ne vont pas tomber comme ça du plafond. Donc tout ça, c'était déjà tous des petits signaux, des petits signaux d'alarme pour dire attention, l'histoire est peut-être pas vraiment cohérente avec la réalité. Il faut faire gaffe. Ici, le client, il a voulu croire à la belle histoire et il a acheté l'auto telle quelle. Résultat des courses, maintenant, la bonne poire, c'est lui. Et les frais, c'est pour lui encore. Et la surprise, elle est que je vois que tout ça est manquant, mais sans ces éléments, je ne peux pas savoir si réellement derrière ça fonctionne ou s'il n'y a pas encore un autre problème ailleurs, peut-être créé du fait qu'on ait touché à des choses qu'il ne fallait pas, vu qu'on a quand même été chipoté à plein d'éléments qui n'ont pas besoin d'être manipulés. Ça peut avoir déréglé, ça peut avoir créé des problèmes, ça peut même avoir cassé des pièces. Je l'ai déjà vu sur des Mini ou sur d'autres voitures. Des oublis de petites vis ou des oublis de petits quelque chose par-ci par-là vont provoquer des catastrophes en chaîne qui vont très vite générer des milliers d'euros de dégâts. Ce qui est déjà le cas ici, on se retrouve à avoir une très grosse facture déjà pour l'étape de remettre les pièces manquantes et d'espérer que ça n'est que ça pour que le fonctionnement redémarre correctement comme ça devrait aller. Mais par contre, si ça ne redémarre pas parce qu'il y a quelque chose en plus de ces pièces manquantes, ben là, ça va encore alourdir la facture. Acheter une voiture en panne, si on n'est pas du métier ou si on ne connaît pas le sujet sur le bout des doigts, ça peut être extrêmement dangereux. Surtout quand on parle de panne comme ici, la capote qui ne fonctionne pas. On n'est pas sur une voiture des années 80 où il n'y a pas de fonctionnement électrique, il n'y a pas de capteur, il n'y a pas de calculateur, il n'y a rien de tout ça. C'est deux poignées, ça s'ouvre, ça se ferme, on referme les poignées, bon basta, il peut avoir une poignée de cassée, une armature un peu grippée, il peut y avoir des petits problèmes mécaniques. Mais vu que c'est que du manuel, c'est pas bien compliqué à trouver. Après, il y a toujours le prix des pièces. S'il faut changer une structure complète, ça peut avoir un coût, évidemment. Mais ici, on ne parle pas que de pièces comme ça, on parle d'éléments électriques, électroniques. Tout ça est géré par des calculateurs. Donc, il peut y avoir une défaillance mécanique, mais qui a provoqué une défaillance électronique, un calculateur qui a cramé. Il peut y avoir plein de choses possibles. Et hélas, certes, ce sont de très belles petites autos, c'est des autos que j'aime beaucoup aussi, mais ce ne sont pas des autos qui sont sans aucune panne, sans aucune maladie. Elles ont des défaillances, elles ont des problèmes, elles sont tout doucement un petit peu âgées. C'est des autos qui commencent à avoir déjà presque 20 ans, une bonne quinzaine d'années en règle générale. Donc, il y a certes les petits défauts, les petites maladies qu'elle peut avoir, mais à ça, on rajoute l'usure, on rajoute le non-entretien, on rajoute le vieillissement de l'ensemble, du suivi ou pas correct de toute la voiture. Et tout ça, rajoute un risque supplémentaire, et encore un, et encore un, et encore un. Et encore une fois, on parle de Mini, on ne parle pas de 2 chevaux. Les pièces Mini ont un certain coût, et Mini, lui, ne tient pas compte. Qui est la crise, qui est la guerre ici, qui est ceci ou qui est cela, on s'en fout. Les prix, c'est le prix, et tous les X mois, on augmente de quelques pourcents, on augmente de quelques pourcents. Eux, ils ne tiennent pas compte de quoi que ce soit. Le prix, c'est le prix, et à date fixe, il augmente. Point à la ligne. Alors, vous ne savez pas payer, ce n'est pas notre problème, nous, c'est ce prix-là. Alors après, le client, il se retrouve avec une auto qu'il a achetée pas trop cher parce qu'elle était en panne, en se disant oui, c'est juste un fusible, c'est juste un petit truc, et au final, il risque de la payer bien plus cher que s'il en avait acheté une qui fonctionnait. Mais tout ça, encore une fois, à condition d'avoir les sous. Celui qui s'achète une auto pas chère en panne en se disant je vais toucher à mon rêve, je le paye moins cher et je serai au paradis. Je vais rouler avec une voiture que j'aime bien, même si elle a un peu de kilomètres, c'est pas trop grave. Mais là, l'auto, elle n'est pas en état de fonctionner. Et elle est encore loin de fonctionner.
Alors soit il va rouler avec une auto décapotable qui ne pourra pas décapoter, ou soit il va être obligé de raquer beaucoup plus d'argent que ce qu'il avait imaginé, ou pire, la revendre à perte. Et voilà comment le super rêve devient un méga cauchemar. Alors là, j'ai cette Mini ici en exemple, mais malheureusement, c'est pas que sur cette Mini. Aujourd'hui, j'ai énormément de clients qui vont dans cette option d'acheter des autos en panne en se disant « ben oui, je vais faire confiance au vendeur qui ne doit pas me mentir, il va dire la vérité ». Malheureusement, c'est rarement le cas. J'ai facilement 2 à 3 clients sur 4 qui ont cette situation, qui achètent en panne, en faisant confiance, en espérant que c'est juste un petit truc, un fusible ou une bêtise, et au final, on a des milliers d'euros, pas des centaines d'euros, des milliers d'euros. Ça va très vite. Alors encore une fois, je compare, c'est pas une 2 chevaux. On est sur des voitures premium, des voitures qui ont certes des pièces chères. Et je rencontre ça sur les Mini, sur des BM, sur des Porsche, sur pas mal de voitures premium, comme même des Audi, des Golf récentes. Ce sont des autos, même si elles ont un peu d'âge, on peut acheter une A4 aujourd'hui pour une 3, 4, 5 000 euros. Mais si elle ne fonctionne pas et qu'elle a des problèmes de capote, on va vite rajouter 1000, 2000, 3000 euros de frais. Parce que les pièces coûtent déjà horriblement cher. Chez Porsche, on n'en parle pas. C'est la même chose. Dès que vous avez des pièces mécaniques, des pièces spécifiques au véhicule, ça coûte tout de suite une petite fortune. Donc, pour acheter quelque chose en panne, il faut vraiment être au courant et il faut vraiment prendre avec des pincettes ce que le vendeur va vous dire. Que ce soit un professionnel ou un particulier, il faut bien vous dire que dans les deux cas, l'un ou l'autre ne va pas cracher sur 1000, 2000, 3000 euros de plus pour mettre un fusible à quelques centimes. C'est stupide. Moi, je vends une voiture, je vais dire 1000 euros, parce qu'il y a un fusible qui ne fonctionne pas et que sans ça, la capote ne s'ouvre plus. Je mets ce fusible même à 50 centimes. Et du coup, la voiture, je peux la vendre 3000 euros. 50 centimes, 3000 euros, 2000 euros d'écart. Vous ne pensez pas que je vais mettre les 50 centimes? Mais bien sûr, un vendeur professionnel comme un vendeur particulier va mettre ces 50 centimes pour vendre cette auto au prix des 3000 euros et pas la vendre 1000. Quand ça n'est pas fait et qu'on vous dit oui, mais c'est juste ça, faut pas croire qu'ils vont juste vous faire une fleur de 2000 euros. C'est que derrière, il y a anguille sous roche. C'est que derrière, ils ont essayé de mettre le fusible, ça marchait toujours pas. On a cherché, on a touché, on a démonté, on a remonté, on a chipoté à gauche, on a chipoté à droite, on a regardé au-dessus, en dessous, par-ci, par-là. On a démonté 3/4 de la voiture, on n'a rien trouvé parce qu'on n'a pas cherché correctement ou on ne savait pas ce qu'on cherchait. Résultat, on abandonne, on ne veut plus faire de frais, on ne veut plus perdre de temps, on la vend certes moins cher et il faut que ça parte. Et on va raconter tout et n'importe quoi. Oui, mais c'est pas grave, regardez, il manque juste un fusible, c'est juste ça. Non, si c'était vraiment juste un fusible, il suffisait de le mettre. Donc c'est vraiment, il faut être méfiant malheureusement. Aujourd'hui, malheureusement, c'est pas moi qui décide qu'une capote de Mini va coûter autant, qu'un mécanisme va coûter autant, que ceci va coûter autant. Moi, je suis juste le dernier revendeur, l'intermédiaire final, parce qu'il y a une usine qui fabrique sous les ordres de Mini et le prix, c'est Mini qui l'impose en fonction de son coût d'achat, de fabrication, etc. Emballage, tic et tchac. Après, on sait parfois un petit peu tronquer la filière et aller l'acheter directement à l'usine sans passer par tout le réseau Mini officiel pour avoir une pièce de qualité et certes un peu moins chère vu qu'il y a moins d'intermédiaires, mais il y a un prix qui lui de base est déjà cher. Et à ça, hélas, nous, derniers revendeurs, on ne peut pas y faire grand-chose. Donc c'est ça que quand on est sur des autos comme ça, des autos dites premium ou des autos où on sait pertinemment qu'au départ, les pièces sont coûteuses. Même si aujourd'hui, on peut toucher une Mini abordable et qu'elle fonctionne, ça va. Mais si elle est moins encore qu'abordable et qu'elle ne fonctionne pas, alerte rouge. Il faut vérifier, il faut être certain
que ce ne soit réellement qu'une bêtise. Et 9 fois sur 10, ce ne sera pas une bêtise. Même 9,9 fois sur 10, ce ne sera pas une bêtise, mais réellement une énorme catastrophe. Parce qu'il y aura souvent pas juste la panne initiale. La panne, elle sera là, et elle sera en cumul avec tout un tas d'autres choses que si on avait, dès le départ, réparé le problème initial, on n'aurait pas eu tous ces cumuls de problèmes supplémentaires. Parce que, encore une fois, on n'a pas touché au bon endroit et on a fait n'importe quoi. J'insiste vraiment sur ce point-là parce que, je vous dis, c'est énorme la quantité de demandes avec ce genre de situation. Moi, je veux bien essayer d'aider tout le monde, mais je ne suis pas magicien. C'est des voitures qui prennent énormément de temps à réparer. Forcément, en pièces, ça va aussi coûter assez cher. Et pendant que je suis bloqué sur une auto comme ça, c'est plein d'autres voitures qui ne peuvent pas rentrer, forcément. Ce n'est pas des pannes qui prennent 5 secondes, je claque des doigts, c'est réparé, le client s'en va, tout le monde est content. Non. Il faut faire la recherche, contrôler, regarder, puis il faut commander les pièces, attendre qu'elles arrivent. Quand les pièces arrivent, il faut remettre l'auto au planning, il faut intervenir dessus, espérer qu'il n'y ait que ça. 9 fois sur 10, il y a autre chose. Il faut à ce moment-là recommencer. On recherche, on trouve, on commande, si le client est d'accord évidemment, etc., etc. Donc c'est des autos qui peuvent parfois rester un moment bloquées à l'atelier. Après, encore une fois, ce n'est pas de ma faute non plus qu'il n'y ait pas plus de spécialistes, pas plus de gens qui ont les compétences pour faire ce genre de travail-là. Techniquement, il devrait y en avoir, au minimum chez les concessionnaires. Malheureusement, ça n'a pas été suivi, ni par eux, ni par aucun autre. Et on n'est vraiment qu'une toute petite poignée. Certains me disent que je suis même le seul à le faire. À un moment donné, je vais finir par le croire réellement que je sois le seul. Quand je vois quand même des autos qui viennent parfois de très très loin, elles ne viennent pas juste des 4 coins de la Belgique, mais elles viennent des 4 coins d'Europe. J'ai régulièrement des voitures qui viennent du sud de la France, qui viennent de vraiment loin. Donc par là, ça montre qu'il y a réellement un manque de suivi et un manque de compétences chez les autres. Mais à un moment donné, chez moi, ça fait entonnoir, puisque moi, au bout, je suis tout seul, et si vous êtes 5, 10, 15, 50, je sais en faire qu'une à la fois. Bon, pour revenir un petit peu à cette Mini, on va faire un petit tour visuel extérieur. Je ne serai pas la faire fonctionner puisque là, elle n'est pas encore en état de marche. Mais comme ça, on va déjà pouvoir voir les premiers signes extérieurs. La Mini phase 1, voilà, tout le monde la connaît aujourd'hui. C'est vrai que c'est devenu un emblème aussi mythique que l'ancienne Mini. La phase 2 également, idem pour la phase 3, même la petite Roadster, tout le monde la reconnaît très simplement. Alors c'est vrai que si on regarde l'auto comme ça, au premier coup d'œil, elle choque pas tant que ça. Elle n'est pas explosée, elle n'est pas détruite, elle n'est pas cassée au niveau de la carrosserie. Alors la capote, à quelques mètres, elle n'est pas horrible. Mais si on s'approche, on peut constater assez rapidement qu'on a une capote qui est plutôt très sale. Alors on a des champignons, comme ici, ce petit point blanc. On en a ici un peu plus loin. Si on regarde plus au milieu, on a vraiment ce visuel qui est très verdâtre, marron. Alors toutes les taches, c'est des champignons, blancs, jaunes, vertes par endroits. Donc on voit qu'on a réellement une capote qui est très très sale. Alors évidemment, ça a été plusieurs fois tenté d'être nettoyé avec le Karcher nettoyeur haute pression. Par l'autre côté, on voit un peu mieux les traces, mais on est vraiment sur un véhicule qui a été mal suivi, voire pas suivi du tout, et agressé au fil des utilisations. Alors si on regarde, moi c'est le premier truc qui m'a sauté aux yeux quand j'ai vu ici l'alignement. Donc là je me dis, il y a un problème. Premièrement, soit un problème de rétrécissement de toile ou un problème au niveau de la fixation. Parce que c'est pas normal. On a un alignement qui est complètement étrange. Donc là on voit le joint. Ça pourrait être un simple rétrécissement de la toile vu son âge. Mais ici, on a une anomalie. Déjà visuel, ça fait une bosse, ça ressort, et si je touche, voilà, je sais redresser ça d'équerre, ce qui est absolument pas normal. Ça veut dire que la patte derrière, elle est cassée. Quelqu'un a démonté ça de manière non conventionnelle et a cassé le support. Si on va de l'autre côté, on va pouvoir constater que visuellement, on a un
petit peu la même chose, mais nettement moins fort. Mais au niveau de la fixation, là, la fixation elle ressort. Déjà, ça, c'est pas normal par rapport à l'autre côté. Ici, on voit vraiment cette fixation ressortir au travers, pousser très fort sur la toile. Mais là, si je veux lever, et je ne vais pas la casser maintenant, mais voilà, là, elle n'est pas cassée. Donc, soit ça a été cassé là-bas, ils se sont dit, ouh là là, on a cassé, on va faire gaffe de l'autre côté, ou pour je ne sais quelle raison, on a cassé un côté et pas l'autre. Soit. Ça, c'est déjà deux choses qui m'ont sauté aux yeux tout de suite. La saleté de la toile. Alors à l'intérieur, même chose, on a aussi énormément de visuel qui n'est pas correct. Ah oui, à l'extérieur, on a aussi l'alignement des joints. Les joints, en fait, quand je les ai regardés de près, je vois que les joints ne sont pas alignés correctement. Donc là, on est pile dans l'ombre, mais en fait, ça a été démonté. Ça, c'est inévitable. Moi, une fois que j'ai vu ça, j'ai vu les joints mal positionnés, il n'y avait pas 36 possibilités. Ça a été démonté. Le nouveau propriétaire qui venait m'amener la voiture me dit non, non, le vendeur m'a dit que ça n'a pas été démonté. Moi, je peux vous dire à 100% que ça a été démonté, ça c'est sûr. Et là, en lui montrant ceci, cela, à gauche, à droite, ben, il avait vraiment toutes les raisons de croire qu'on lui a menti et que moi, je lui montrais la réalité et par le visuel de toutes ces choses qui ont été manipulés et qui ne sont plus correctement en place. Donc à l'intérieur de la voiture, ben, c'est guère mieux. On voit vraiment toute la moisissure. Donc là, en fait, tout cet aspect blanchâtre, un peu jaune légèrement, grisonnant, ben, tout ça, en fait, c'est de la moisissure. Là, on a le plastique et tout ce qui est toile, ben, c'est complètement moisi, totalement en train de pourrir de l'intérieur. Alors on peut voir, bon là j'ai dû revérifier, mais là il manquait une pièce, plus de pièce à l'intérieur. Les caches sur les côtés étaient manquants. Le cache ici, ben, ça n'est ni collé ni caché. Normalement, ces éléments doivent être fixés mécaniquement. Il y a tout un tas de petites pièces qui viennent, qui attachent tout ça. Il y a de la colle, il y a des clips, il y a un cache de finition. Ça n'est pas visible, ça ne peut pas rester comme ça. Je passe ma main, regardez, hop. C'est absolument anormal. Et c'était évidemment la même chose en face. Plus aucun cache visible. Tout était éventré, complètement ouvert. On voit même plus les mécanismes puisqu'ils sont même plus là. Ils ont juste laissé la petite patte de fixation. Alors tout ça, encore une fois, ça n'est que la partie visible de l'iceberg. J'ai déjà prévenu le client, malheureusement, que là, on n'est absolument pas à l'abri de découvrir encore des problèmes supplémentaires. Parce que là, on a beau appuyer sur le bouton, il n'y a rien qui se passe. Ben forcément, primo, quand il l'a eu, il n'y avait pas de moteur. Il a mis un moteur, mais le moteur n'est pas alimenté. Et deuxièmement, même si le moteur était alimenté, il n'y a pas de mécanisme derrière ce moteur. Donc, même si le moteur tournait, il aurait tourné dans le vide. Donc la vraie question, c'est pourquoi le moteur était manquant? Pourquoi le mécanisme était manquant? Est-ce que derrière, il n'y a pas encore un problème? Peut-être électrique, peut-être électronique, peut-être des capteurs, peut-être des positionnements de mauvais réglage. Je ne sais pas. Là, je vais pouvoir découvrir la suite qu'une fois que j'aurai remis tout ce qui manque, régler ces éléments correctement et voir si est-ce que ça fonctionne ou pas. Mais bon, le message de la vidéo, c'est vraiment que vous preniez une énorme attention à ne pas forcément acheter des autos en panne, même si le prix peut être très alléchant. Si elle est en panne et qu'elle n'a pas été réparée et qu'on vous dit en plus que c'est juste une bêtise, il faut vraiment se méfier. Parce que à la limite, vaut mieux qu'on dise oui, elle est en panne, on a déjà fait ci, déjà fait ça, tchic, tchac. Vous donnez une liste peut-être interminable de pièces contrôlées, testées, vérifiées et qu'au final, ça ne fonctionne toujours pas. Mais au moins, on sait qu'il y a déjà eu des tentatives. Alors on s'attend, oui, ça a déjà été démonté, ça a déjà été contrôlé, et ci, et là. Après, n'empêchera pas qu'ils sont peut-être passés à côté de quelque chose. Mais on sait qu'il y a eu de la recherche, de nombreux démontages, de nombreux tests à droite, à gauche. Alors évidemment, ça jouera sur le prix, et sûrement encore plus en votre faveur.
Parce que plus ils auront cherché, moins vous allez payer cher. C'est un petit peu logique, parce que la panne peut être très très grave au final, ou peut-être réellement simple et qu'il soit passé totalement à côté. Mais ne croyez pas sur parole quand on vous dit « oui, elle est en panne, mais c'est juste un petit problème ». Ça, dans 9,9 cas sur 10, c'est faux. Parce que si c'était réellement juste un petit problème, le vendeur l'aurait fait. Donc ici, vous vous doutez bien que j'ai pas du pain sur la planche, mais la boulangerie tout entière. Donc ici, j'espère sincèrement pour le client que juste en remettant toutes ces pièces manquantes, en les réglant correctement, ça pourra redémarrer. Mais j'ai quand même un sérieux doute. Bon ben, j'ai de quoi faire. Allez. Bon, eh bien, pour cette mini phase 1, eh ben, je viens de terminer le travail de remise en état du fonctionnement de la capote. Eh ben, je vais vous dire, c'était pire que ce que j'imaginais. Alors oui, j'ai déjà vu plein de cas complètement farfelus où les gens avaient touché à l'un ou l'autre truc et ça ne fonctionnait plus à cause de ça. Mais ici, c'était plus que un ou deux trucs. On avait totalement tout bougé. Il n'y avait plus rien à sa place initiale d'origine, sans parler de l'oxydation par-ci par-là, d'un petit peu d'humidité qui a fait rouiller l'un ou l'autre élément. Je pense réellement que je peux dire que ça, c'est une des Mini qui m'a le plus fait souffrir au niveau des complications de remise en route. Certes, je connais bien la Mini phase 1, mais là, franchement, je pense que sans tout le bagage précédent que j'ai, j'aurais peut-être pas su m'en sortir. Parce que là, franchement, il a fallu tout reprendre de A à Z. Alors dit comme ça paraît simple en somme, mais en réalité, ça a été très long, très compliqué et vraiment fastidieux parce que ça se joue au millimètre. On ne parle pas de centimètres, c'est vraiment du réglage au millimètre près. Alors évidemment, à ça, on rajoute la vétusté générale de l'ensemble, parce qu'évidemment, il y a une contrainte majeure que j'avais, c'est le prix. Le client, il ne s'attendait pas à un budget aussi important pour remettre ça en route. Évidemment, je vais dire vulgairement, il s'est fait arnaquer, clairement. Si le vendeur lui avait fait miroiter que la réparation était un simple petit réglage, un fusible ou une bêtise de ce genre, qu'il allait en avoir pour 5 ou 10 euros et qu'au final, ce n'est pas 5 ou 10 euros, mais 1500 ou 2000 euros, forcément, il aurait tout de suite mis un halte là et il aurait peut-être même pas acheté la voiture. Voilà encore une fois les conséquences tristes d'acheter des voitures en panne sur lesquelles on a zéro historique de ce qui a été touché à la voiture. Parce que oui, on peut acheter une voiture en panne, mais elle vient réellement de tomber en panne. On n'a pas envie d'essayer de faire les frais, on la vend telle quelle sans regarder. Et là, c'est au petit bonheur la chance. C'est peut-être grave, c'est peut-être pas grave. Mais le pire, c'est quand c'est comme ici, où ça a déjà fait tout le tour de la province, voire de un ou plusieurs pays. Parce que là, on ne me fera pas croire que personne n'a touché. Là, c'est au minimum plusieurs personnes qui y est touché. Parce que si c'est l'œuvre d'une seule personne, alors là, bravo, champion du monde. Là, je l'applaudis. Parce que franchement, il a fait une catastrophe, un véritable massacre. Si c'est réellement une seule personne qui est à la tête de toute cette catastrophe, c'est un champion du monde. Bon, maintenant, moi je ne suis pas là pour mener une enquête, savoir si c'est 1, 2, 10 personnes qui ont touché. Moi, l'auto, malheureusement, elle est arrivée ici à l'atelier avec rien qui fonctionne. Et le client, il aurait bien aimé pouvoir l'utiliser comme un cabriolet et pas comme une Mini coupée. Alors évidemment, je reviens sur le point primordial, le fameux budget. Au bout d'un moment, après déjà avoir vu les nombreuses pièces qu'il fallait remplacer, le temps théorique pour mettre les pièces, à ce moment-là, j'avais déjà donné un premier devis qui était déjà au-dessus du plafond de ce que le client s'était imaginé. Malheureusement, et je devrais dire même évidemment, ça ne s'est pas arrêté là, car plus j'ai avancé dans la remise en ordre,
plus j'ai découvert des petits éléments endommagés, cassés ou vraiment pas réutilisables et qu'il a fallu absolument aussi changer, ben tout ça a encore fait grimper la facture. Et rien que pour avoir remis toute la mécanique en route, ben son budget initial, même qu'il l'avait un petit peu surélevé, je l'ai malheureusement dépassé. Et c'est pas que j'ai changé des pièces futiles, bien au contraire. Il y a encore des pièces qui auraient théoriquement pu ou dû être remplacées. Et j'ai fait avec. Enfin, j'ai fait pour qu'ils puissent au moins s'en servir. Alors certes, maintenant, ça fonctionne, c'est en ordre, on va le voir juste après. Mais entre guillemets, il a une liste de pièces. S'il a la possibilité de les faire changer, il faut qu'on les change. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous disais en début de vidéo que le client, quand il a ouvert le premier boîtier dans lequel il doit normalement y avoir un moteur, il n'y avait même pas de moteur. Donc il s'est lui-même acheté un moteur d'occasion. Alors une pièce d'occasion, bah, c'est au petit bonheur la chance, encore une fois, hein, surtout des pièces électriques qui ont déjà une certaine usure. Dans le cas présent ici de ce petit moteur, ben, le moteur maintenant qu'il est installé avec tout en état de marche, ben, le moteur il est à bout de souffle, il est totalement anémique. Dès qu'on lui demande de forcer un petit peu, ben, on sent qu'il est là, il va exploser. Bon, il tourne, c'est déjà mieux que rien, mais encore une fois, on parle de pièces mini, on ne parle pas de pièces de 2 chevaux. Et bien ce petit moteur, il faudrait en mettre un neuf. Et le budget, ben encore une fois, on l'a pas. Je rejette pas la faute aux clients, évidemment, hein. C'est plutôt à ceux qui ont vendu un produit en sachant pertinemment où ils avaient pas remonté les 3/4 des pièces, endommagé l'autre quart. Résultat des comptes, il aurait fallu tout mettre neuf. Évidemment, totalement hors budget, même totalement hors de prix à ce moment-là par rapport à l'auto. Parce que si je rentre même dans les détails, on a les carters de fixation de cette capote qui sont cassés. Ça, c'est comme sur une Z3. Carter cassé, capote à remplacer. Donc ici, au final, on a les moteurs à remplacer, on a la capote à remplacer, on a toute la mécanique à remplacer. Ben, autant mettre une nouvelle structure de A à Z, neuve. Mais ça, c'est plus cher que l'auto. Évidemment, c'est impossible pour le client. Donc j'ai dû remplacer, primo, ce qui manquait déjà, remettre les pièces qui n'étaient même plus là, et puis remplacer ce qui était obligatoirement à remplacer. Ce qui peut faire encore l'affaire un petit peu de temps, ça reste comme ça. Ça, c'est le genre de choses que j'aime pas faire du tout, parce qu'au final, on ne fait pas le travail à 100%. Alors moi, j'ai fait mon travail à 100%. Ça refonctionne comme ça aurait toujours dû fonctionner. Maintenant, ce qui peut arriver, c'est la continuité de l'usure des pièces qui va pouvoir, à un moment donné, reprovoquer une panne. Alors, au client, à être intelligent et ne plus refaire le tour de tout le quartier avant de venir réparer réellement dans les règles de l'art, parce que s'il refait la même chose, il va repartir dans le même cinéma. Les gens vont toucher ce qu'ils ne doivent pas toucher, les pièces sont déjà vieilles, usées, sur le point de casser, en les manipulant mal, on les casse aussi, et bam, 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 il n'y a jamais rien qui va être réparé, l'auto revient chez quelqu'un qui connaît, et bien lui, il fait que constater la liste des catastrophes. Et la liste des catastrophes, elle s'avère que casser, plus casser, plus casser, plus casser, tout ça est à remplacer. On se retrouve avec une facture avec des montants colossaux. C'est pas pour vous faire peur, mais j'ai rarement vu un client lambda, je vais dire, qui n'est pas du métier ou qui ne connaît pas le modèle, la voiture, ou qui a déjà une expérience bien précise sur une auto bien particulière. En règle générale, celui qui achète une auto en panne en pensant que le vendeur lui dit réellement la vérité et que c'est peut-être juste un fusible, il s'en sort avec une calotte en pleine gueule comme il n'a jamais vu. Et c'est pas que moi je veux exagérer, au contraire, j'essaye de minimiser au maximum. Mais entre les prix des pièces, encore une fois, pièces mini, c'est pas des pièces bon marché. Et toutes ces pièces très spécifiques au mécanisme, c'est pas des pièces made in China. Il faut des pièces qualité origine qui viennent du réseau ou qui viennent du fabricant constructeur. Et dans les deux cas, il y a un certain prix qui est assez important, malheureusement. À ça, on rajoute
le temps de montage. Alors encore une fois, quand l'auto elle tombe en panne et qu'on la répare dans la foulée, ben c'est le temps de démontage, temps de remontage et un petit peu de réglage. Quand maintenant elle a fait déjà 25, 30, 40 garages, que tout le monde a touché à tout en faisant à chaque fois pire que mieux, ben, résultat des comptes, on y passe des journées, pour ne pas dire des semaines, à tout démonter, tout préparer, tout remettre en état de marche avant de remonter, avant de pouvoir commencer à régler. Et après, il faut retourner dans les réglages fins, précis, pour que ça aille au millimètre. Ici, de nouveau, on se retrouve sur une auto dite moderne, avec un fonctionnement 100% automatique. Il n'y a pas d'à peu près qui puisse aller. La capote, elle a un millimétrage précis pour démarrer, elle a une course précise lors du premier mouvement, il y a une course précise lors du second mouvement, et si ça ne rentre pas dans les cases, on fait de la casse. On va accrocher des trucs, on va endommager un autre élément, et on va générer une catastrophe en cascade. C'est là où rentre toute l'importance de bien connaître son sujet, de bien maîtriser ce qu'on fait, et le réglage, on ne le fait pas à l'à peu près, parce qu'à l'à peu près, il ne pourra arriver que des catastrophes. Bon ben voilà pour ce client, ben certes maintenant la capote refonctionne de manière automatique comme elle aurait toujours dû fonctionner, mais évidemment il faut momentanément faire l'impasse sur le traitement, l'entretien, la remise à niveau des joints, etc. Donc tout ce qui va être encore une fois lié à l'entretien classique, parce que là on parle de l'entretien classique qui n'a jamais été fait pendant toute la vie de l'auto, ben maintenant ça va encore devoir rester en suspens. Alors tant qu'on n'est pas en plein hiver, je ne dis pas que ça va aller, mais bon, ce n'est pas la pire des situations. Mais encore une fois, s'il laisse ça comme ça, et qu'on passe un ou plusieurs hivers, ou du moins des pluies abondantes, de l'humidité en continu, cette capote qui aujourd'hui est une véritable éponge, qui visuellement, ben, elle n'est pas belle. S'il va au Karcher, qui va appliquer des produits inadaptés, elle est déjà une véritable éponge, il va la saccager encore plus vite. Et là, on va se retrouver à devoir remplacer la capote, malgré qu'elle est endommagée déjà par endroits. Mais là, ça deviendra un remplacement obligatoire. Donc là, certes, il a des éléments de fixation qui ne sont pas au mieux de leur forme, mais bon, pour l'instant, ça fonctionne. Et il a toujours une toile d'une pièce au-dessus de la tête. Alors, il faut vraiment garder à l'esprit que cette toile, si on ne la préserve pas, si on n'essaye pas de la remettre au minimum dans un bon état d'imperméabilisation, c'est la porte ouverte à tout un tas de problèmes. Je m'explique. Une toile poreuse. Certes, vous n'aurez peut-être pas un goutte à goutte, tac, 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 direct dans le véhicule. Ça peut arriver, mais c'est plutôt rare. Ce que vous allez avoir, c'est l'humidité qui va complètement napper l'intérieur de la toile. Sur ces véhicules-là, visible de l'intérieur en plus, on va avoir un magnifique duvet de moisissure, comme ce qui est déjà présent dans le véhicule. À l'extérieur, on a les belles bactéries qui nous font des nids de champignons, et à l'intérieur, on a le duvet de champignons. Un vrai duvet qu'on peut gratter. Certes, je pense que pour la santé, à mon avis, ça ne doit pas être le top du top. Inhaler des spores de moisissure, je ne pense pas que ce soit recommandé par la médecine. Bon, certes, non seulement on a cette humidité qui va endommager la toile, mais qui va aussi être bien plus présente dans l'habitacle du véhicule. On va être en période, je vais dire, de mi-saison, début automne. Dès qu'il va y avoir un petit peu de pluie ou que vous allez rentrer dans le véhicule un petit peu plus chaud parce que vous avez votre blouson, vous allez générer tout de suite énormément plein de buée, plein de vapeur dans l'habitacle. Et cette buée n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur du véhicule. Ça, c'est un signe que le véhicule est blindé d'humidité. De l'humidité à l'intérieur du véhicule, c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire. Parce qu'encore une fois, on parle d'un véhicule, quand même dit moderne, où il y a plein d'électricité, plein d'électronique surtout, que ce soit les calculateurs, les boutons de commande, le tableau de bord, j'en passe et des meilleurs. Il y a plein d'éléments qui ne supportent absolument pas ni l'humidité et encore moins l'eau. Cette humidité, elle ne va pas faire encore une fois que ça.
la toile est en contact direct par endroits avec des éléments métalliques. Le métal et l'humidité, c'est-à-dire de l'eau, ça fait pas non plus bon ménage. Donc ce sont des éléments qui vont rouiller, voire des éléments qui sont articulés. Si on ne les articule pas parce que justement il pleut et que c'est l'hiver, on ne va pas forcément décapoter sous la pluie. Quelques fous le font, comme moi par exemple. Mais à part ça, la grande majorité des gens ne vont pas décapoter quand il pleut. Donc des éléments qui vont rester, qui seraient normalement mobiles. Le petit peu de jeu qu'il peut y avoir au niveau de certaines charnières, de certaines articulations, l'humidité se mettant à ces endroits-là, ça va rouiller et on va tout simplement avoir des problèmes de mouvement, des problèmes d'articulation, des problèmes que ça va coincer. Et parfois, ces endroits sont très difficiles d'accès pour, par la suite, aller remettre du dégrippant ou aller démonter l'élément, le reponcer, enlever la rouille, le surplus de saleté, etc. Donc, vous voyez, c'est vraiment un cumul de problèmes qu'on va générer les uns auprès des autres. Et encore une fois, les 3/4 de ça, personne n'y pense. Et puis on fait l'étonner, oh c'est cassé, problème, catastrophe, ouïe ouïe ouïe, ça coûte cher. Mais oui, on ne fait pas les bases. On ne fait pas l'entretien de la toile de capote, on ne met pas de protection, et bam 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 bam, on enchaîne les problèmes. Simplement, un entretien de toile de capote, une fois par an, le minimum, la base, on ne le fait pas. Et puis on pleure. Ah ouais, c'est pas de ma faute en tout cas. Moi, ça fait près de 20 ans que je l'explique, que je me tue à le dire, que je fais des vidéos, que je donne les infos verbalement aux gens qui viennent à l'atelier. Après, le client il fait, tant mieux. Le client il fait pas, tant pis pour lui. Mais le plus triste dans l'histoire, c'est que bien souvent, ce sont des gens comme ici qui, eux, ont été naïfs, ont voulu croire à la belle histoire que c'était juste un petit problème, rien de grave, juste un petit problème. Le rien de grave, juste un petit problème, personne n'y a touché, waouh! Voilà le résultat. Bon, heureusement pour lui, j'ai pu réparer l'histoire, mais malheureusement, moi je ne suis pas bénévole. Les pièces minimes ne les donnent pas. Les heures passées sur la voiture, elles doivent être payées malheureusement, parce que le bâtiment dans lequel je suis, il y a un loyer à payer. Le propriétaire ne me laisse pas gracieusement utiliser l'espace. L'électricité pour être éclairé dans le bâtiment, le fournisseur d'énergie, il ne m'offre pas gracieusement l'électricité. L'eau, même chose. Les charges, même chose. Pour venir à l'atelier, il me faut un véhicule, il faut mettre du carburant. À la station-service, on ne me donne pas le carburant, etc. Donc, quelque part, je dois travailler et être rémunéré. Alors, évidemment, j'essaie forcément, dans la mesure du possible, d'être largement en dessous d'un concessionnaire officiel. Mais au final, ce qui pèse le plus lourd et qui coûte le plus cher dans cette facture-ci, c'est les pièces. C'est les pièces de la voiture qui, elles, malheureusement, moi, je ne peux rien faire. Et bien souvent, le prix est imposé par le fabricant. Je pense que je ne vous le dirai jamais assez de faire vraiment extrêmement attention lorsque vous achetez une voiture d'occasion et encore plus si elle est en panne déjà au départ. Le problème de quand vous achetez quelque chose déjà en panne au départ, c'est qu'on ne sait pas du tout, qu'on n'a absolument aucune visibilité sur ce qui s'est passé, sur ce qu'il y a eu juste avant et éventuellement sur ce qu'on a peut-être fait dans l'immédiat. Ça, on n'en sait rien. On nous dira rarement qu'il y a déjà 50 personnes qui ont tout démonté, qui ont tout remonté, enfin, qui ont démonté, qui ont perdu des pièces et qui n'ont pas remonté ce qu'ils ont démonté. Enfin, vous avez compris. Résultat, les surprises, c'est celui qui connaît réellement la voiture, qui va les découvrir et qui va vous annoncer, dans ce cas présent et comme dans 9,9 cas sur 10, la douloureuse. Encore une fois, si vous n'êtes pas vous-même spécialiste, ça reste chaud, même très très chaud, comme pour Mowgli, d'acheter une auto totalement en panne, au niveau de la capote entre autres. Acheter une auto en panne, ça n'est jamais une très bonne chose à faire si on n'est pas soi-même du métier ou qu'on n'a pas déjà de très bonnes bases
Parce que dans 9,9 cas sur 10, c'est que des imprévus. J'insiste vraiment sur ça parce que, quelque part, ça me fait vraiment de la peine pour ce client. Ce client a voulu s'acheter son rêve depuis un moment et au résultat, ce rêve se transforme en un véritable cauchemar. Parce que non seulement l'auto, maintenant, elle fonctionne, mais elle n'est pas encore dans son état. Visuellement, la capote, elle est encore dégueulasse. Il faut encore faire du travail dessus. C'est encore des sous, c'est encore des frais. Évidemment, budget qu'il n'a plus, puisqu'on a déjà dépassé pour remettre le fonctionnement de la capote. Ce qu'il voulait, c'est vraiment déjà pouvoir au moins décapoter, l'utiliser, profiter un petit peu du soleil cet été. Bon, ça maintenant, il va pouvoir le faire. Mais c'est sûr que quand il va refermer sa capote, ce ne sera pas la plus belle, hein. Mais voilà, les mauvaises surprises qu'on peut rencontrer, qu'on va malheureusement avoir à la découverte. Et ce qui est doublement plus triste, c'est que le cas de ce client, il est en train de se répéter de plus en plus. C'est aussi un peu pour ça que je fais cette vidéo, parce que c'est pas mon premier, et je crains que ce ne soit malheureusement pas mon dernier, et c'est vraiment de plus en plus souvent. Il n'y a pas un mois où j'ai pas un cas comme ça. Et ça, quelque part, ça me révolte, parce que c'est la malhonnêteté du vendeur qui n'est pas franc de dire, voilà, l'auto, elle est en panne depuis 5 ans, j'ai fait tous les garages du coin, tout le monde a touché, j'ai jamais su trouver la solution, donc voilà, je la vends par dépit, elle vaut, admettons, 3000, moi je vous la vends 1000 parce que j'en ai marre. Non, ça évidemment, on ne vous le dira pas. Si l'auto, elle a fait le tour de tous ces garages, lui, il ne le sait peut-être même pas. Mais tous ceux qui ont touché ont dégradé bien plus que ce n'était initialement. Et voilà malheureusement ce qui se passe assez souvent. Les gens ne sont pas francs et vont vous raconter de belles histoires. Je dis de belles histoires, vont pas vous dire la vérité tout simplement. Dire que l'auto, elle est gravement en panne parce qu'il y a eu ci, il y a eu là. Parce que forcément, les gens se doutent, ont peut-être même la vraie info du prix, parce qu'ils ont peut-être été chez Mini, parce qu'ils ont peut-être été chez un autre spécialiste qui leur a donné la facture en disant, voilà, moi j'ai vu qu'il y a ça, tout ça est cassé, ça vaut autant, les réparations c'est autant. Wow, je la vends. Si on vous annonce ça, vous avez les cartes en main, vous pouvez dire, ok, j'achète, mais pas au prix annoncé, moi je la veux bien moins cher, ce qui ne se fera pas. Donc c'est vraiment vous mettre en garde, faites attention, mais vraiment faites attention. Acheter des autos en panne, c'est rarement une bonne idée. Allez, pour le plaisir des yeux, je vais quand même vous montrer que maintenant, elle fonctionne, après être passée entre mes mains. Bon allez, on va regarder ça ensemble. Hop là. Bon voilà, j'appuie sur mon bouton, j'ai ma capote qui s'ouvre en position toit ouvrant, je rappuie et maintenant ma capote va s'ouvrir comme par magie. On a un cabriolet, mais que c'est joli, magnifique, et le cycle va bien jusqu'au bout. Les vitres remontent à l'avant et à l'arrière. Mais c'est pas joli tout ça? Évidemment, le client, je pense qu'il va déjà être content de voir que ça, au moins, ça refonctionne. Après, malheureusement, je pense qu'il va peut-être réfléchir à 2 fois le jour où il voudra racheter une voiture en panne. Alors après, je ne sais pas si vous voyez bien sur l'image, mais là, le visuel de la capote, il est vraiment pas beau du tout. Et non seulement il est pas beau du tout, mais surtout, s'il fait plus son rôle de protection imperméabilisante, il a plus son rôle de protéger l'habitacle. Là, on n'a plus qu'un simple tissu tendu au-dessus de la tête qui prend l'eau comme une éponge. Moi, hélas, quand les gens viennent me voir, c'est souvent ou trop tard ou beaucoup trop tard. Et là, moi, je ne peux plus que constater la catastrophe ou l'ampleur des dégâts et réparer en conséquence d'eux. Mais si on avait tout simplement fait les choses correctement,
comme expliqué en amont, un entretien par an pour la toile de capote et on garde une bonne protection, un joli visuel et c'est tout bonus pour la toile. Après, une panne de fonctionnement, ça c'est différent. Mais encore une fois, s'il y a une panne, qu'on n'y touche pas tout de suite, on revient par après sur la panne, ok. Mais si on a une panne et qu'on commence à faire tout et n'importe quoi, malheureusement, il ne faudra pas s'attendre à qu'on n'ait pas mal fait. Hélas, quand on ne sait pas où on met les mains, on fait souvent pire que mieux. Je vais relever un petit peu cette capote, vous remontrer un petit coup du visuel qui n'est pas joli, mais au moins vous verrez un vrai net visuel, net c'est ironique, de ce qui lui arrive encore. Bon, là je vais remonter la capote pour qu'on puisse voir un petit peu quoi. Mes vitres descendent bien, normal. Ma capote se met à remonter. Je vais la stopper ici, juste pour qu'on puisse voir ça. Voilà donc notre mini phase 1 et regardez l'ampleur de la saleté. Les points blancs, c'est des champignons. Hein. Les points jaunes, c'est des champignons. Hein. Les traces brunâtres, verdâtres, c'est de la bactérie incrustée qui est en train de se développer. Alors là, on ne le voit pas parce que la partie avant est encore repliée sur elle-même, mais il y a de nombreux endroits où on est passé au nettoyeur haute pression, type Karcher, pour essayer de masquer, d'arracher le plus gros de la misère. Ce qui est évidemment pas bon du tout, au contraire, c'est même pire, je viens de le dire. On fait n'importe quoi, n'importe comment, et on détruit plus qu'autre chose. Et sur la face interne, on l'a vu en début de vidéo, c'est tout blanc de moisissure. On a vraiment comme un nuage. Visuellement, ça ressemble à un nuage, c'est de la mousse collée sur le plafond, enfin collée, qui sort, qui pousse sur la toile côté intérieur, tellement que la moisissure est installée et implantée depuis déjà un bon moment sur cette toile de capote. C'est évidemment pas bon du tout pour son vieillissement et pour son état futur. Il faut idéalement plus laisser traîner ça longtemps et essayer de la remettre le plus vite possible en ordre. Après, hélas, tout ça coûte un petit peu d'argent forcément, le traitement spécifique, l'entretien, mais après, ce ne sera plus qu'un simple entretien standard à suivre de manière régulière, au minimum une fois par an. Et on s'évitera ce genre de situation. Bon, eh bien voilà, cette vidéo, elle n'est pas réjouissante, elle est un petit peu triste pour le client. Et ce n'est pas des choses super chouettes que je montre, mais malheureusement, c'est la triste réalité. Et ça, j'aimerais bien vous la faire éviter. C'est le but premier de la vidéo, c'est ne vous faites pas avoir en achetant une auto sur laquelle on va vous mentir. Alors ici, en plus, c'était en panne. Parfois, on peut avoir des cas où on a fait des bricolages juste pour que ça fonctionne le moment de la vente et vous vous retrouvez quelques mois après avec des problèmes peut-être pas aussi graves que là. Mais ça peut arriver. Encore une fois, l'expérience. N'hésitez pas à aller voir tout ce qui est déjà présent sur la chaîne. Je parle déjà pour différentes marques, différents modèles, différentes maladies qu'on peut dire. Après, certains prennent des problèmes de non-entretien pour des maladies. Si vous ne vous lavez pas les dents, vous aurez des caries. Ce n'est pas un défaut de fabrication de vos dents. C'est vous ne vous lavez pas les dents, vous avez des caries. La capote, c'est un petit peu la même chose. Vous ne l'entretenez pas, vous allez générer des problèmes. Des décollements de lunettes, des problèmes de moisissure, etc., etc. Donc voilà, il y a déjà beaucoup de choses dont je parle sur la chaîne. N'hésitez vraiment pas à aller voir, à aller revoir éventuellement certaines infos si vous êtes à l'achat d'un véhicule, si vous êtes à voir pour l'entretien ou autre. N'hésitez vraiment pas, il y a déjà plus de 150, 160 vidéos présentes. Il y a de quoi voir, il y a de quoi trouver des informations. Vous aurez certainement besoin pour le présent ou pour un futur plus ou moins proche si c'est un achat de voiture. Mais voilà, j'essaye de vous aider, de vous informer au maximum en amont pour éviter ce genre de problème en aval. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un petit like. Ça fait toujours plaisir de voir que je ne travaille pas pour rien.
N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à la prochaine. Ciao, ciao.